Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à M42, la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de Messier 42 ou NGC 1976, est une nébuleuse diffuse située dans la Voie lactée, au sud de la ceinture d'Orion dans la constellation d'Orion. C'est l'une des nébuleuses les plus brillantes, et visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Avec une magnitude apparente de 4,0. Elle se trouve à 1344 années-lumière et constitue la région de formation d'étoiles massives la plus proche de la Terre. La nébuleuse M42 est estimée à 24 années-lumière de diamètre. Elle a une masse d'environ 2000 fois celle du Soleil. La nébuleuse d'Orion est l'un des objets les plus scrutés et les plus photographiés du ciel nocturne et l'une des caractéristiques célestes les plus étudiées. La nébuleuse a révélé beaucoup de choses sur le processus de formation des étoiles et des systèmes planétaires à partir de l'effondrement de nuages de gaz et de poussière. Les astronomes ont directement observé des disques protoplanétaires et des naines brunes dans la nébuleuse, des mouvements intenses et turbulents du gaz, et les effets photoionisants des étoiles massives proches dans la nébuleuse. En bref, cet objet nous a appris comment notre propre système solaire est apparu il y a 4,5 milliards d'années. Il contient un très jeune amas ouvert, connu sous le nom d'amas du trapèze. En raison de l'astérisme de ces 4 étoiles primaires dans un diamètre de 1,5 années-lumière. Les étoiles de l'amas du trapèze, ainsi que de nombreuses autres étoiles, en sont encore à leur tout début. La nébuleuse d'Orion fait partie d'un complexe beaucoup plus vaste, le nuage moléculaire d'Orion, qui s'étend sur des centaines d'années-lumière et couvre l'ensemble de la constellation d'Orion. Il y a 2 millions d'années, l'amas de la nébuleuse d'Orion a peut-être abrité les étoiles AE, Origi, 53, Ara, Eti et Mucolumbi, qui s'éloignent actuellement de la nébuleuse à une vitesse supérieure à 100 km par seconde. La couleur rouge de la nébuleuse est due à l'hydrogène ionisé, généralement appelé hydrogène alpha. En gros, cela signifie qu'un atome d'hydrogène a absorbé de l'énergie, poussant son unique électron du premier au 3e niveau. Lorsque l'électron ralentit et revient à son état naturel, il libère l'énergie supplémentaire sous la forme d'un photon. La longueur d'onde du photon est de 656,3 nanomètres. En d'autres termes, cela nous donne la lumière visible rouge. La coloration bleu-violette est le rayonnement réfléchi par les étoiles massives de classe au cœur de la nébuleuse. La teinte verte était une énigme pour les astronomes au début du XXe siècle, car aucune des lignes spectrales connues à l'époque ne pouvait l'expliquer. Grâce à une meilleure compréhension de la physique atomique, il a été déterminé plus tard que le spectre vert était causé par une transition à faible probabilité d'électrons dans l'oxygène doublement ionisé. L'histoire de la nébuleuse. M42 n'est pas mentionné dans l'Almageste de Ptolémée, écrit au IIe siècle, ni dans le livre des étoiles fixes d'Al-Sufi du Xe siècle. Bien qu'ils aient tous deux répertorié d'autres nébuleuses ailleurs dans le ciel nocturne. Galilée ne l'a pas non plus mentionné, même s'il a fait des observations télescopiques de cette région du ciel en 1610 et 1617. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles une des étoiles massives aurait apparu depuis, augmentant ainsi la luminosité de la nébuleuse. La première découverte de la nature nébuleuse diffuse de la nébuleuse d'Orion est généralement attribuée à l'astronome français Nicolas-Claude Fabry de Peiresc le 26 novembre 1610, lorsqu'il a enregistré l'observation de la nébuleuse à l'aide d'un télescope à réfraction. Charles Messier a observé la nébuleuse le 4 mars 1769, et il a également noté 3 des étoiles du trapèze. Messier a publié la première édition de son catalogue des objets du ciel profond en 1774, complété en 1771, la nébuleuse d'Orion étant le 42e objet de sa liste. Elle est depuis identifiée comme M42. En 1902, Vogel et Eberhard ont découvert que les différentes parties de la nébuleuse se déplaçaient à des vitesses différentes. En 1914, les astronomes de l'Observatoire de Marseille ont utilisé l'interféromètre pour détecter la rotation et les mouvements irréguliers. Campbell et Moore ont confirmé ces résultats en utilisant le spectrographe qui a mis en évidence des turbulences au sein de la nébuleuse. En 1993, le télescope spatial Hubble a observé pour la première fois la nébuleuse d'Orion. Depuis, la nébuleuse est une cible fréquente pour les études du HST. Les images ont été utilisées pour construire un modèle détaillé de la nébuleuse en 3 dimensions.
Des disques protoplanétaires ont été observés autour de la plupart des étoiles nouvellement formées dans la nébuleuse, et les effets destructeurs des hauts niveaux d'énergie violette ultraviolette provenant des étoiles les plus massives ont été étudiés. En 2005, l'instrument Advanced Camera for Surveys du télescope spatial Hubble a fini de capturer l'image la plus détaillée de la nébuleuse à ce jour. L'image a été prise au cours de 104 orbites du télescope, capturant plus de 3000 étoiles, y compris des naines brunes naissantes et d'éventuelles étoiles binaires naines brunes. En octobre 2023, des astronomes se basant sur des observations de la nébuleuse d'Orion avec le télescope spatial James Webb ont annoncé la découverte de paires de planètes rogues similaires à la planète Jupiter. Les planètes rogues sont des planètes qui ont quitté le système solaire où elles ont été formées. J'espère réaliser une vidéo sur ce sujet à une date ultérieure. La nébuleuse fait partie d'une nébuleuse beaucoup plus grande qui est connue sous le nom de complexe de nuages moléculaires d'Orion. Le complexe de nuages moléculaires d'Orion s'étend sur toute la constellation d'Orion et comprend la boucle de Barnard, la nébuleuse de la tête de cheval, M43, M78 et la nébuleuse de la flamme. Des étoiles se forment dans l'ensemble du complexe nuageux, mais la plupart des jeunes étoiles sont concentrées dans des amas denses comme celui qui illumine la nébuleuse d'Orion. En 1979, des observations avec la caméra électronique Lollman de l'observatoire Pictumidity ont montré 6 sources d'ionisation non résolues à haute altitude près de l'amas du trapèze. Ces sources ont été interprétées comme des globules partiellement ionisés. Des observations ultérieures avec le Very Large Array ont montré des condensations de la taille d'un système solaire associées à ces sources. L'idée est alors apparue que ces objets pourraient être des étoiles de faible masse entourées par un disque d'accrétion protostellaire en cours d'évaporation. En d'autres termes, des systèmes solaires en formation. En 1993, les observations réalisées avec le télescope spatial Hubble ont permis de confirmer l'existence de disques protoplanétaires dans la nébuleuse d'Orion, qui ont été baptisés Proplydes. Hubble en a révélé plus de 150 dans la nébuleuse, et ils sont considérés comme des systèmes au premier stade de leur formation de système solaire. Leur nombre a été utilisé comme preuve que la formation de systèmes planétaires est assez courante dans l'univers. Les étoiles se forment lorsque des amas d'hydrogène et d'autres gaz se contractent sous l'effet de leur propre gravité. Au fur et à mesure que le gaz s'effondre, l'amas central se renforce et le gaz atteint des températures extrêmes en convertissant l'énergie potentielle gravitationnelle en énergie thermique. Si la pression devient suffisamment élevée, la fusion nucléaire s'entame et forme une protoétoile. La protoétoile naît lorsqu'elle commence à émettre suffisamment d'énergie radiative pour équilibrer sa gravité et arrêter l'effondrement gravitationnel. Généralement, un nuage de matière reste à une distance importante de l'étoile avant que la réaction de fusion ne s'enflamme. Ce nuage résiduel est le disque protoplanétaire de la protoétoile, où des planètes peuvent se former. De récentes observations dans l'infrarouge montrent que les grains de poussière présents dans ces disques protoplanétaires grossissent, entamant le processus de formation des planètes. Une fois que la protoétoile entre dans sa phase de séquence principale, elle est classée comme étoile. Même si la plupart des disques planétaires peuvent former des planètes, les observations montrent qu'un rayonnement stellaire intense aurait dû détruire tous les proplydes qui se sont formés près du groupe trapèze si le groupe est aussi vieux que les étoiles de faible masse de l'amas. Mais comme on trouve des proplydes très près du groupe trapèze, on peut affirmer que ces étoiles sont beaucoup plus jeunes que le reste des membres de l'amas. Lorsque je vois toutes les informations fournies par l'observation de ce petit coin de ciel, je me souviens des mots de Carl Sagan. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. The size and age of the cosmos are beyond ordinary human understanding. Lost somewhere between immensity and eternity is our tiny planetary home, the Earth. For the first time, we have the power to decide the fate of our planet and ourselves. This is a time of great danger, but our species is young and curious and brave. It shows much promise.
In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky.